Hayo minasan, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vais vous expliquer un petit peu plein de conseils concernant la prise de sang. Donc j'ai avec moi du coup mes notes, mon script, tout est bon. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu c'est quoi les bons conseils, les bons réflexes avant de faire une prise de sang lors d'un traitement hormonal. Donc avant toute chose, disclaimer. Alors, je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas endocrinologue. Je partage simplement mon expérience, mes recherches et les recommandations de la communauté avec vous. N'oubliez pas que chaque corps réagit différemment et n'oubliez pas de faire vos propres recherches si jamais vous voulez approfondir plus la question. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire et si je peux, je les répondrai au plus vite. Maintenant, retour vidéo. Alors du coup, avant toute chose, il faut comprendre un peu c'est quoi un traitement hormonal. Un traitement hormonal, c'est quelque chose qui va entre guillemets changer le carburant du corps. Donc on va passer soit de la testostérone à l'œstrogène ou de l'œstrogène à la testostérone. Dans les deux cas, il va falloir un suivi régulier et rigoureux de nos taux d'hormones. Ça sert un petit peu à vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de danger ou de sous-dosage. Cette prise de sang est gratuite, même si vous n'êtes pas sous LD, à partir du moment qu'elle est prescrite par un médecin. Le but d'une prise de sang est de suivre et ou contrôler nos taux d'hormones dans le sang. Bien sûr, la sécurité avant tout. Le but, c'est pas uniquement de regarder les hormones qu'il y a dans notre corps, c'est aussi de vérifier selon les traitements que le foie, les reins ou la coagulation du sang soit toujours bonne. Dans le cas d'un traitement hormonal féminisant, le but est que la testostérone soit bloquée et que le niveau d'œstrogène soit supérieur à 100 picogrammes par millilitre, ou dans le cas d'un traitement hormonal masculisant, que la testostérone soit suffisante dans les plages 6, c'est-à-dire qu'elle est comprise entre 2,5 et 10 nanogrammes par millilitre. En bref, ce que l'on regarde, c'est le niveau 2,2 dans le sang, c'est-à-dire le niveau d'œstradiol dans le sang, et le niveau de testostérone. Et dans de plus rares cas, on peut également regarder la LH, FSH, prolactine, et j'en passe. Alors, au bout de combien de temps faire sa prise de sang ? Pour comprendre ça, il va falloir d'abord qu'on parle un petit peu de ce que sont les demi-vies. Alors, c'est quoi une demi-vie ? C'est le temps qu'il faut pour que la moitié du produit disparaisse de votre corps. Et tout de suite, un tableau pour vous le montrer. Et enfin, il faut également comprendre ce que c'est que l'état d'équilibre ou le steady state. Si on fait une prise de sang 3 jours après avoir changé de traitement, ça ne sert pas à grand chose, le corps est encore en train de s'adapter. Il faut généralement attendre entre 4 et 5 demi-vies pour qu'on atteigne cet état d'équilibre, c'est-à-dire pour que les taux se stabilisent dans le sang. Maintenant, un petit peu de calcul. Ça va être un peu la partie un peu relou de la vidéo, c'est celle où je vais vous donner beaucoup de chiffres. Donc pour un THS dit féminisant, l'estradiol oral, la demi-vie est d'environ 15 heures, l'état d'équilibre est atteint en quelques jours. Pour l'estradiol sublingual, c'est-à-dire faire fondre le cachet sous la langue, une demi-vie plus courte que celle de l'oral et un état d'équilibre atteint en quelques jours également. Pour l'estradiol en gel, une demi-vie d'environ 36 heures, l'état d'équilibre s'atteint en un peu moins d'une semaine. Pour l'estradiol en patch, la littérature mentionne l'état d'équilibre atteint en 2 semaines ou moins. Parlons un petit peu maintenant pour nos adelphes sous injection. L'estradiol valérate, demi-vie environ 3,5 jours, état d'équilibre atteint entre 14 et 18 jours. Estradiol énétate ou cypionate, demi-vie d'environ 6 jours, état d'équilibre atteint entre 24 à 30 jours. Et concernant l'estradiol undeciclate, on a très peu de données dessus. Je n'ai pas suffisamment de données du coup pour vous donner des chiffres précis, mais on préconise tout de même d'attendre un peu plus d'1 mois. Parlons maintenant un petit peu pour le THS masculisant. Alors en injection, le déconoate et la testostérone Nebido, une demi-vie de 20 à 35 jours et un état d'équilibre atteint entre la 3e et la 5e injection. C'est-à-dire qu'il faudra attendre généralement 3 mois pour pouvoir faire sa prise de sang. Pour l'énatate ou l'androtardil, la RCP française mentionne une demi-vie d'environ 4,5 jours et d'un état d'équilibre atteint entre 18 et 22 jours. Pour le gel de testostérone, la littérature mentionne une demi-vie de 48 à 72 heures. En conclusion, selon votre mode de prise, gel, pilule, patch, injection, la demi-vie n'est pas la même, il n'est donc pas forcément nécessaire d'attendre 1 mois pour faire votre prise de sang pour votre suivi. Il est important de se référer à la demi-vie de votre traitement pour voir quand votre corps atteint cet état d'équilibre de steady state. Allez, prochain point. Parlons maintenant un petit peu de la règle du creux. Pour commencer, qu'est-ce que le creux ou le taux résiduel ? C'est le moment où ton taux d'hormones est le plus bas, c'est-à-dire juste avant ta prochaine prise. En bref, si j'applique le gel le matin et le soir, ça veut dire que mon creux se situera ou au matin ou au soir, juste avant de remettre la nouvelle prise, la nouvelle dose de gel.
Maintenant, il faut comprendre un petit peu pourquoi c'est vital ce creux. Si tu mets ton gel ou prends ton cachet et va faire ta prise de sang 1 ou 2 heures après, tu ne vas pas mesurer ton creux, tu vas mesurer le pic. Ton médecin va voir un énorme taux d'hormones et il va commencer à s'affoler. Et risque même de baisser ton traitement pour rien. Alors qu'en réellement, en fin de journée, tu n'auras plus du tout d'hormones. Et enfin, à la question faut-il être à jeun, et bien la réponse est non. Pour une prise de sang d'hormones, il ne faut pas être à jeun. Si jamais il faut être à jeun, il sera précisé sur votre ordonnance de prise de sang que vous devez l'être. On le demande souvent dans le cas d'une première prise de sang ou dans le cas où on vérifie le taux de cholestérol ou de glycémie. Mais encore une fois, cela sera précisé sur l'ordonnance. Pas besoin d'être à jeun pour une prise de sang ordinaire. Maintenant, parlons un petit peu de la contamination. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la contamination? C'est quand ton résultat de prise de sang affiche un taux d'estradiol aberrant. C'est-à-dire que par exemple, il est affiché 2000 picogrammes par millilitre, alors que ton résultat précédent était de 150 et que tu n'as pas modifié ton traitement. Ça concerne surtout les personnes sous gel. Si tu appliques ton gel sur les bras, le produit va s'imprégner dans ta peau, et quand l'infirmier ou l'infirmière viendra faire le prélèvement, l'aiguille emportera des micro-traces de gel dans le tube, ce qui va complètement fausser les résultats. Le laboratoire analyse ça et trouve un taux explosif, ce qui ne représente pas du tout ce qui circule réellement dans votre corps. Alors du coup, il y a comme des solutions pour l'éviter. Toujours faire sa prise de sang sur le bras opposé à celui où on applique le gel, voire même ne jamais mettre de gel sur les bras ou les avant-bras, et privilégier plutôt l'intérieur des cuisses. Et enfin, lavez-vous les mains de façon obsessionnelle après l'application du gel pour ne pas contaminer le site de prélèvement en se touchant les bras. Maintenant, parlons un petit peu des taux à viser. Bon, déjà un premier rappel pour commencer. En laboratoire, les normes sont genrées souvent entre féminin et masculin. Il faut donc regarder la colonne qui correspond à notre genre cible. Concernant les bonnes valeurs, pour les personnes transféminines, on vise un taux d'estradiol compris entre 100 et 300 picogrammes par millilitre. Et une testostérone proche des normes féminines, c'est-à-dire inférieure à 0,5 nanogrammes par millilitre. Pour les personnes transmasculines, on vise plutôt un taux compris entre 2,5 et 10 nanogrammes par millilitre de testostérone dans le sang. Attention! Une dose élevée d'estradiol, c'est-à-dire supérieure à 500 picogrammes par millilitre, n'est absolument pas recommandée pour deux raisons. Premièrement, les effets ne seront pas plus rapides. Une transition est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et ensuite, parce qu'à court terme, il n'y a pas forcément de danger, mais à long et très long terme, cela peut être dangereux et ça peut même augmenter le risque de thrombose. Le ressenti prime. Avoir des taux parfaits sur papier, c'est bien. Mais si on se sent mal, fatigué, si on a des douleurs anormales, c'est qu'il y a un problème. Les chiffres ne font pas tout. Le ressenti physique et mental prime. Et vous devez en parler avec votre praticien. Petite particularité pour les personnes qui sont sous bicatulamine. Le bicatulamine n'arrête pas la production de testostérone, il vient bloquer les récepteurs du corps. Ça veut dire que la testostérone est là, mais elle est bloquée à l'extérieur. Ce n'est donc pas un problème de voir un taux élevé de testostérone sur sa prise de sang si vous êtes sous ce médicament. Et bien c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour commencer, je tiens à remercier du coup les différentes ressources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Pour commencer, le dernier rapport de la Haute Autorité de Santé, les ressources de Wikitrans et les ressources de Transgenre. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai le suivi d'un traitement hormonal et les spécificités selon les bloqueurs. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais cette vidéo vous a aidé, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo pour dire les recommandations ou vos questions. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sayonara!